Salut, c'est Franck Taluto. Les années 80 ont eu des allures de montagne russe pour les supporters de l'AS Saint-Étienne. De grandes joies d'abord avec le 10e titre de champion de France, puis des galères quand le club explose suite à l'affaire de la Caisse Noire et finit par tomber en 2e division avant de remonter la pente en s'appuyant sur ses jeunes. Gilles Peslon, natif de Saint-Étienne et dont on évoquera la reconversion atypique dans un 2e épisode, a vécu tout cela de l'intérieur et il raconte. Dessous de verre, 15e numéro, 1er épisode, c'est parti. Bonjour Gilles. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui dans votre bureau. Pour vous présenter rapidement, vous avez été footballeur dans les années 80, notamment sous le maillot vert, avant une reconversion qui est assez rare dans ce milieu-là, puisque vous exercez en tant qu'avocat au barreau de Saint-Étienne. Ce sont les deux thèmes qu'on va évoquer ensemble, si vous le voulez bien, en commençant aujourd'hui par votre première vie. J'ai une question peut-être banale, mais vous êtes né à Saint-Étienne en 1960. Vous avez donc grandi avec la domination de la SSE sur le foot français, fin des années 60, milieu des années 70, plus les épopées européennes. Quand on est un petit Stéphanois à cette époque-là, est-ce que c'est possible d'échapper au football et à toute la passion que ça génère ? Alors, ça, je ne pourrais pas parler pour les autres, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été attiré par le football. C'est vrai qu'à l'époque, quand on sortait de l'école, on avait des copains, puisque moi, je suis né à Côte-Chaude, plus précisément, et je le revendique, un quartier assez connu de Saint-Étienne. Et chaque fois qu'on sortait de l'école, on allait faire des matchs dans la cour, on allait faire des matchs dans le stade qui était juste à côté. Donc, j'ai toujours été nourri par le football. Et c'est vrai que mon premier souvenir véritable pour ce qui est du football à la télé, je me rappelle, c'était la Coupe du Monde 1970 que je regardais avec mon père au Mexique, l'époque de Pelé, la grande équipe du Brésil, Jairzinho et compagnie. Et c'est vrai que là, ça a été un impact. Et j'avais 10 ans. Et c'est à cette époque-ci que j'ai commencé à prendre ma première licence. Et j'ai pris ma première licence à l'AS Saint-Étienne, en pupille, et puisque c'est le seul club amateur que j'ai connu pendant mes jeunes années. Et au niveau familial, le sport faisait partie des occupations ? Oui, mon père, lui, il était gardien de but, malheureusement. C'est vrai que je l'ai chambré souvent. Et il jouait au football à Côte-Chaude, dans une équipe, dans une association, un club de quartier. Il a toujours aimé ce sport et moi aussi, c'était une évidence pour moi. On n'a pas eu besoin de me pousser et j'ai fait tous les sacrifices. Enfin, c'était même pas des sacrifices. Il fallait que je joue au football au moins 3 ou 4 fois par jour. On vous emmenait au stade à l'époque déjà ou c'est venu plus tard ? Alors oui, j'allais au stade, bien évidemment. Alors je me rappelle de la finale de la Coupe de France 68 avec Rachid Mekoufi contre Bordeaux. C'est encore une image que j'ai. J'avais 8 ans. Et puis j'allais au match, mon père allait au match et j'ai fait toute l'épopée de 76 depuis 72 dans les tribunes. Hein. Moi j'ai fait Kiev bien évidemment, Eindhoven, Split. Moi j'étais un supporter et je faisais comme les supporters de l'époque. On allait avec les copains 3 heures avant le match, on était dans les tribunes debout et je vivais ça comme un véritable supporter. On y reviendra tout à l'heure parce que ça coïncide avec votre adolescence et déjà au niveau personnel du football, on commence à se rapprocher tout doucement du monde professionnel. C'est vrai. Mais d'abord, pour rester sur l'enfance, il n'y avait pas autant d'images à la télévision qu'aujourd'hui ou sur Internet, évidemment. Est-ce que vous avez une équipe de ces générations-là qui vous a particulièrement fait vibrer ou des joueurs en particulier ? Je vais revenir sur ce qu'on disait. Moi, je suis né à Saint-Étienne. Saint-Étienne était le club de prédilection. Il dominait le football français un peu avec Nantes à l'époque. L'équipe de prédilection, c'est aussi cette équipe qui a fait la finale de la Coupe d'Europe avec des gens que j'ai pu côtoyer après et qui sont devenus pour certains des amis. Et c'est vrai que c'était une équipe assez fantastique, celle de l'épopée européenne de Saint-Étienne. Et tous ces joueurs-là étaient complémentaires et puis ils avaient une personnalité très, très différentes les uns des autres. Enfin, je pense que vous en avez croisé. Ils sont très différents, mais ils avaient une complémentarité et une solidarité qui était exemplaire. Le football est à l'image de la société. C'est pas la société qui est à l'image du football. Les footballeurs sont à l'image de la société actuelle, des jeunes actuels. Et c'est vrai que la société est très, très, très différente. Mais j'avais prévu justement de vous poser la question. À l'époque, le club était ultra dominateur, était très populaire.
Est-ce qu'il y avait une forme d'euphorie dans la ville? Est-ce qu'on sentait que la ville vivait au rythme du club déjà? Quand on voit comment elle vit aujourd'hui au rythme du club, c'était fois 100 à l'époque. Le club, on le dit souvent sous forme de boutade, mais si la SS a gagné pendant le week-end, tous les Stéphanois repartent au travail le lundi matin avec beaucoup de joie et de plaisir, et ils parlent de ce qui s'est passé le week-end. C'est vrai que c'est la température de la ville, parce qu'on a une ville qui a eu beaucoup de difficultés économiques, qui a eu des soubresauts avec le problème des mines, le problème de Manufrance, le problème d'autres activités économiques qui ont malheureusement disparu. Et le football, l'AS Saint-Étienne a toujours été le fil conducteur qui fait que la ville a été solidaire de son club. Vous avez évoqué les matchs auxquels vous avez assisté. Est-ce que vous avez eu la chance d'aller à Glasgow le 12 mai 76? J'étais à Glasgow le 12 mai 76, oui, avec tous les avions qui ont été affrétés de Saint-Étienne. On était 25 000 Stéphanois. On a déambulé, j'avais 16 ans, j'étais jeune, je suis monté avec mon père, j'étais mineur. Et on a déambulé dans les rues de Glasgow pendant le match. Vous aviez une solidarité. Alors, je ne vais pas faire de comparaison, mais c'était la fête, que ça soit avec les supporters stéphanois ou avec même les supporters du Bayern de Munich. On a passé une journée de fête. On a malheureusement perdu. Je dirais presque sous forme de boutade, heureusement, parce que je crois qu'il y a beaucoup de Stéphanois qui se seraient perdus à Glasgow. On a parfois moins de souvenirs quand on voit un match au stade, dans les tribunes, que derrière sa télévision, parce que notre esprit est attiré par les bruits, les odeurs. Qu'est-ce qui vous reste de cette journée-là? C'est justement ce que je vous disais là. On a déambulé dans les rues, on chantait avec tous les supporters, chaque groupe de supporters qui se croisait avait une forme de solidarité. Alors j'étais très jeune pour boire de la bière et boire la bière qui a pu se boire à cette époque, mais puis ce stade qui était ouvert avec des drapeaux stéphanois de partout. C'est vrai que le match, je m'en rappelle plus trop, peut-être les dernières occasions quand Rocheteau est rentré et qu'on a failli égaliser. Mais c'est des souvenirs qui me restent, oui. Et puis tous ces Stéphanois dans l'aéroport qui couchaient à même le sol parce que tout le monde est rentré dans la nuit. Parfois, d'autres sont rentrés le lendemain, voire 2 jours après. C'est vrai que c'était un moment de prédilection, même si la défaite, on a dû subir une défaite. Et puis surtout, après, derrière, vous avez eu la descente des Champs-Élysées, et je suis allé aussi à la réception, et quand les joueurs ont été reçus au stade, puisqu'ils ont été présentés à tous leurs supporters après le match, avant qu'ils partent en vacances, là j'étais aussi présent. Il y a eu une osmose entre le public et les joueurs. Vous étiez un supporter parmi les supporters, mais vous étiez aussi un membre des équipes de jeunes du club. Exact, oui. Comment vous viviez les choses? Est-ce qu'il y avait cette envie de les rejoindre quelque part, mais le fait que ça paraisse peut-être très loin aussi? De toute façon, quand on commence à jouer au football, c'est toujours puis quand on a de l'ambition, c'est toujours pour aller le plus haut possible. Et puis même quand vous êtes amateur, c'est être le meilleur possible et d'aller le plus haut possible. L'anecdote, c'est que j'étais stéphanois et j'ai pris ma première licence à 10 ans. J'étais pupille. Et à l'époque, les stagiaires professionnels étaient dans l'obligation de s'occuper des jeunes joueurs. À l'époque, c'était le jeudi après-midi, je crois, plus le mercredi. Et les stagiaires s'occupaient des pupilles. Et moi, je faisais partie d'un groupe qui, le hasard a fait que c'était Dominique Battenet qui s'occupait de ce groupe, qui a toujours été et qui est toujours mon idole, que je connais aujourd'hui et qui est devenu un ami. Et c'est vrai que Dominique Battenet était le même poste que moi, numéro 6, gaucher comme moi. Alors, j'ai pas fait la carrière que Dominique a pu faire. Mais c'est vrai qu'à l'âge de 10 ans, je l'ai côtoyé, il m'a entraîné. Et quand j'ai signé professionnel ou stagiaire pour Saint-Étienne, puisqu'à l'époque, il y avait encore Herbin, Rocher et Garonner, ils m'ont demandé et ils m'ont dit, on espère que tu feras la même carrière que Dominique Battenet, parce que tu as le même profil et on recherche un nouveau Dominique Battenet. Je ne vais pas faire la comparaison, mais c'est vrai que pour moi, c'était un fil conducteur aussi. C'était une idole quand j'étais jeune et c'était, entre guillemets, la recherche du club quand ils m'ont fait signer, c'est de trouver un nouveau Dominique Battenet. Alors, je sais pas, comme je vous le dis, c'est pas une comparaison, mais ça a été et c'est toujours mon idole. Vous m'avez tendu une perche en parlant de votre profil de joueur. Moi, je dois avouer que j'étais pas né quand vous avez signé professionnel. Je suis si vieux que ça. Très petit quand vous jouiez, donc j'ai pas beaucoup d'images. Comment vous décririez le joueur que vous étiez? Alors j'avais un poste de demi-défensif qui n'est pas du tout le même que ce qu'on pratique aujourd'hui.
Donc mon rôle était surtout aussi de m'occuper du numéro 10 adverse, puisqu'à l'époque, dans le football, dans les années 80, vous aviez des numéros 10 et ce qu'on appelle des meneurs de jeu, ce qui n'existe plus aujourd'hui. J'avais un rôle, comme me disait Kasper Zak, à partir du moment où on ne voit pas le numéro 10 en face, c'est que tu as bien fait ton boulot et j'avais pas besoin, et ceux qui connaissaient le football, vous n'aviez pas besoin de vous. L'essentiel, c'était de remplir son rôle. Je pense que j'ai toujours fait abstraction de ma personnalité pour le bénéfice de l'équipe. J'étais capable de me sacrifier et me battre pour l'équipe, peu importe si je brillais pas, peu importe si je marquais pas, peu importe si je faisais pas des grands exploits. L'essentiel, c'était que mon travail soit bénéfique pour l'équipe, et à partir du moment où l'équipe gagnait, ça me suffisait largement. Donc j'étais plutôt un joueur de club, un joueur besogneux, un joueur on m'a toujours dit que j'étais un joueur assez dur, une teigne sur le terrain, je ne lâchais rien, et j'étais bien obligé, parce que quelque part, quand vous aviez affaire à des numéros 10 comme Giresse ou Vercruis ou à l'époque Platini aussi, vous aviez intérêt d'être concentré et de ne rien lâcher. Donc c'est plutôt mon style de jeu, quoi. J'allais vous demander justement, parce que le numéro 10 par essence était souvent le meilleur joueur de l'équipe adverse. J'allais vous demander qui vous avez marqué sur cette période. Il y a plein de numéros 10 qui étaient très doués, donc c'est vrai que quelque part, rien que ce fait-là, le fait que mon rôle à moi était de me charger de numéro 10 et d'éviter que ce numéro 10 fasse trop mal à l'équipe, donc il fallait que je sois là pour annihiler toutes ces velléités de ce numéro 10. J'en ai connu, je vous ai cité Giresse, il y avait Vercruis, il y avait Platini à l'époque, mais même à mon époque, il est parti déjà en Italie, je l'ai côtoyé peu. Il y avait Suzik aussi, Suzik qui était réputé à l'époque à Paris Saint-Germain. Il y en avait un qui était moins connu, mais qui était à Lyon, et bizarrement, il était tout petit, il n'était pas très grand, pas tout petit, je veux pas non plus le... C'était Durix, un Lyonnais, qui n'avait pas beaucoup de réputation, mais qui m'a toujours bien embêté. J'étais plus à l'aise face à Suzik que face à Durix. Il y a des joueurs qui ne vous conviennent pas, et celui-ci ne me convenait jamais. Pour revenir un petit peu en arrière, à quel moment ça a commencé à devenir sérieux pour vous, le football ? Alors c'est un peu particulier pour moi, parce que j'ai une carrière un petit peu atypique. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais stéphanois. J'ai été amateur depuis l'âge de 10 ans. J'ai monté tous les échelons à Saint-Étienne. J'avais donc 17 ans en 77, j'ai fait les bons calculs. Donc je suis la génération d'après 76, et ma génération stagiaire, c'était Paganelli, Laurent Rousset, Zanon, Bellus. Et moi, je m'entraînais un petit peu. J'étais un petit peu l'amateur éclairé, entre guillemets, dans la mesure où ils n'avaient pas eu besoin de me faire signer des contrats. S'ils avaient besoin d'un amateur pour combler les trous qu'ils avaient dans l'équipe des stagiaires, ils m'appelaient. En Garbardella, je jouais en Garbardella avec ces joueurs-là. J'ai même été capitaine de l'équipe Garbardella quand j'avais 18 ans. Mais si vous voulez, j'étais pas promis à une carrière professionnelle, parce qu'on allait chercher les stagiaires à droite à gauche, et à Saint-Étienne, on n'avait pas besoin d'aller les chercher puisqu'ils nous avaient sous la main. Donc j'ai fait toutes mes années amateurs tout en montant en 3e division, et le déclic un petit peu, c'est que en 77, pour ceux qui connaissaient un petit peu à l'époque, vous aviez à l'époque était Robert Philippe, qui était l'entraîneur du centre de formation et qui a sorti tous les joueurs de l'équipe de 76. Il y a eu une restructuration à Saint-Étienne, et il y a Guy Briet qui est arrivé pour s'occuper du centre de formation, et Robert Philippe a été envoyé, ou pas renvoyé, mais envoyé pour s'occuper de la section amateur, qui avait une équipe senior aussi, qui jouait en promotion régionale. Et à ce moment-là, j'avais 17 ans, et là, avec Robert Philippe, qui a formé tous les pros de 70, qui avait un esprit formateur, il m'a pris un peu sous son aile. Il a peut-être trouvé que j'avais des qualités pour, et il m'a mis dans les équipes, et dès l'âge de 17 ans, j'ai joué avec des seniors qui avaient 25, 27, 30 ans, donc qui étaient beaucoup plus mûrs que moi et plus étoffés que moi. On a fait pendant 4 saisons, on a été promotion de ligue, on était champion de promotion de ligue, on est monté en promotion d'honneur, on était champion de promotion d'honneur, on était monté en honneur, on était champion honneur, et on est monté en 4e division nationale avec cette équipe, ce qui fait qu'on s'est aguerri. Je suis arrivé jusqu'à 20 ans, et je continuais mes études, puisque quelque part le football pour moi n'était qu'un plaisir. Et à partir de ce moment-là, je vivais chez mes parents, et le football, comme je vous dis, j'avais pas de velléité pour devenir professionnel. Le football, comme je vous dis, était un jeu pour moi et un plaisir. Et puis j'ai continué mes études jusqu'à 21 ans.
J'ai joué à la fac. On avait une équipe universitaire qui a fait la finale de la finale universitaire du championnat de France. Hein. On a d'ailleurs joué contre Toulouse où il y avait Durand et Sassus qui sont devenus professionnels aussi. Et puis, et je jouais de temps en temps en troisième division quand ils avaient besoin de moi. Et le hasard a fait qu'une équipe canadienne est venue en France faire une tournée, une équipe universitaire. Et ils ont joué contre l'équipe universitaire de Saint-Étienne. On a joué en levée de rideau à Saint-Étienne. Et là, comme j'étais un assez bon joueur quand même, on va pas le nier, puisque j'ai fait carrière au niveau amateur, je suis sorti du lot et l'entraîneur m'avait remarqué et l'année d'après m'a sollicité pour me demander si ça m'intéressait de faire une saison au Canada et jouer dans une équipe canadienne. Ce que j'ai fait, je suis parti au Canada une saison et jouer dans cette équipe universitaire. Et ça m'a permis un petit peu de prendre confiance en moi parce que je jouais en demi-défensif, comme je l'ai dit, en France, en faisant abstraction un petit peu de ma personnalité pour bénéfice de l'équipe. Et là-bas, j'ai été considéré comme un meneur de jeu. Je jouais plutôt plus offensif et j'ai mis 15 buts en étant le meilleur buteur de l'équipe. Et je me suis aperçu que finalement, je pouvais faire autre chose aussi que de courir derrière un numéro 10 et je pouvais jouer autrement que ce qu'on me demandait de faire, même si ça se passait bien. Et après cette période au Canada, je suis rentré du Canada et j'avais 21 ans. Et là, je me suis dit, je voulais repartir, puisqu'ils souhaitaient au Canada, oui, ils souhaitaient que je repasse la saison d'après. Et là, je suis allé voir le club Saint-Étienne en disant, finalement, moi j'ai fait le tour, qu'est-ce que vous voulez que je vous propose ? J'ai joué tous les niveaux amateurs. Au-dessus, il n'y a que les stagiaires, la 3e division, avec lequel je joue de temps en temps, ou les pros. Donc moi je vais partir puisque j'ai rien d'autre à faire, j'ai fait le tour du club, au moins amateur. Et là, bizarrement, vous avez, il y en a Garonner et Herbin sont montés au créneau et ils m'ont dit non, on ne veut pas que tu partes. Alors, je dis mais écoutez, moi je veux bien, mais vous me proposez quoi ? Ils me disent on te propose un contrat de stagiaire pro d'1 an. Je dis pourquoi pas. Moi j'avais encore l'armée à faire, ça me coûte rien. Bon, je ferai abstraction de Canada, si je dois repartir, je repars l'année prochaine. Je tente ma chance. Et là, j'ai commencé la saison en 82. En juillet, avec les pros. Je me suis entraîné avec les pros. Je commençais à jouer en 3e division en tant que titulaire. Et 3 mois après, j'ai fait mon premier match en pro. Herbin m'a sollicité pour être remplaçant à Monaco. Je suis rentré et à ce moment-là, après, ça s'est enchaîné, même si j'ai eu l'armée. Et puis, je suis devenu professionnel parce que j'ai persévéré et ils m'ont fait signer un contrat professionnel. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la carrière pro. Très tardivement, je m'y attendais pas, mais bon, c'est un petit peu c'est pour cette raison d'ailleurs, et on en reviendra tout à l'heure, pourquoi j'avais des diplômes quand j'étais joueur, parce que j'ai eu le temps de les passer avant de devenir professionnel. Vos débuts, vous l'avez dit, ont eu lieu donc en novembre 82. C'était une période quand même relativement compliquée pour la Saint-Étienne. Pas encore, la caisse noire n'était pas encore... c'est venu en décembre. Alors je vais essayer quand même de résumer rapidement ce que j'ai trouvé. Donc la saison précédente, l'équipe perd le titre dans la dernière ligne droite pour 1 point. Exact, contre Monaco. Voilà, avec une ambiance a priori assez tendue dans le vestiaire entre les pros Platini et les pros Larios, donc qui a tout raconté dans un livre avec Bernard Lyons. Je renvoie les personnes qui nous écoutent au podcast avec Bernard si elles veulent en savoir plus. Et ensuite, il y a cette affaire de caisse noire qui éclate. Pareil, pour faire court, c'est des recettes que le club dissimulait pour offrir des rémunérations occultes et gonfler les revenus de ses joueurs. On peut se rejoindre un peu sur ce fonctionnement-là. Oui, on peut dire ça, sachant quand même qu'à l'époque, c'est vrai que les clubs de football qui brassaient beaucoup d'argent, et notamment le club de Saint-Étienne, qui était le plus grand club français, étaient régis par la loi de 1901, qui est la loi d'association à but non lucratif, ce qui était totalement stupide. Mais bon, la loi a changé, mais on s'est peut-être aperçu aussi qu'il était plus possible de gérer des clubs de football comme des associations à but non lucratif. De fait... il s'est passé beaucoup de choses, énormément de joueurs sont partis. L'histoire s'est terminée par une relégation en 2e division, ce qui paraissait impensable quelques temps auparavant. Le club explose, c'est la guerre en interne. Roger Rocher démissionne, Robert Herbin est licencié. Ça fait beaucoup de choses en peu de temps. Vous qui avez vécu tout ça d'intérieur, vous gardez quel souvenir de ces moments-là ?
Alors, c'est vrai que en 81, moi, quand j'ai commencé en professionnel, c'est vrai qu'en plus, c'était à Monaco, et puis vous aviez eu Séville 3 mois avant. Donc, pour moi, j'étais sur un nuage, aller jouer au stade Louis II, alors que vous avez beaucoup d'internationaux des deux côtés, c'était exceptionnel. Et puis, c'est vrai que je l'ai vécu, disons, un petit peu moins de l'intérieur, parce que moi je suis parti à l'armée en décembre, comme on dit, j'étais de la 82-12, ça veut dire que je suis parti le 1er décembre 1982 à l'armée. Donc quand tout ça a éclaté, je faisais mes classes à l'armée, c'était assez compliqué, donc j'ai vu ça un petit peu de loin. Mais c'est vrai qu'après, derrière, beaucoup de présidents, beaucoup d'entraîneurs. 82-83, on s'est maintenu, puisqu'il y avait quand même encore à l'époque Battiston, Johnny Rep. Vous aviez quand même des joueurs qui étaient de très très haut niveau. Et puis vous avez la saison 83-84, un petit peu compliquée. Là, c'est Jean Djorkaeff, le père d'Yuri, qui nous a entraînés, qui a pris l'équipe. C'était très compliqué, beaucoup de joueurs étaient partis, il a fait appel à pas mal de jeunes. On a eu une saison un petit peu en dents de scie, puisqu'on a battu Auxerre en 32e finale de la Coupe de France, et c'est vrai que la situation était un petit peu difficile. Les supporters voyaient le club se liquéfier. Nous, les jeunes, on n'était peut-être pas aussi prêts tout de suite pour prendre la suite. Surtout qu'un club comme Saint-Étienne, à cette époque-ci, il n'y avait même pas 5-6 ans qu'ils étaient encore en finale de la Champions League. Donc le poids était assez difficile à porter. On n'avait peut-être pas les épaules assez larges. Et puis cette année-là, on a fini finalement 18e. Et puisque moi, j'étais bien présent à ce moment-là, parce que j'ai fait toute la fin de saison. Et on est descendu, on a perdu en barrage contre le Matra Racing. Et on est descendu en deuxième division. Je ne suis pas certain que ce n'ait pas été un mal pour un bien. Dans la mesure où le club étant descendu, on n'a pas nagé entre deux eaux. Le club avait un but à ce moment-là, c'était de remonter le plus vite possible. On serait resté en première division, ça aurait été peut-être un peu plus complexe parce que vous auriez nagé peut-être dans les profondeurs du classement et ça aurait pas été une bonne chose. Là, on est tombé, on a coulé au fond de la piscine et c'est souvent ce qu'il faut faire parfois, se laisser couler au fond de la piscine pour donner un bon coup de rein et remonter. Et c'est ce qu'on a fait parce que le club finalement s'est structuré autour d'André Laurent. De bons joueurs, beaucoup de jeunes étaient présents, dont moi, comme des Ribard, Daniel, Clavelou, Ferry ou d'autres, plus Mélus qui était là aussi, plus Roger Milla qui a été recruté cette année-là. Et finalement, on a fait 2 années, la première année en deuxième division où on a joué, on est fini 2e derrière Nice, après un début de saison un peu difficile. Et l'année d'après, on est remonté, puisqu'il y avait Bernard Pardo qui était recruté. Donc, si vous voulez, en 2 ans, on a remonté le club en première division. Et c'était des années assez, je pense, assez exceptionnelles pour nous, les joueurs, parce que finalement, on était toujours dans un système victorieux, parce qu'on a quand même fait 24 matchs sans défaite pendant la première saison en deuxième division, ce qui fait qu'on a retrouvé le principe de la victoire, du club qui est devant, etc. Et je pense que c'était mieux de jouer la montée en deuxième division que de jouer la descente en première, ce qui nous a permis de se recaler directement et remonter rapidement en deuxième division. Et on a eu une saison et 2 saisons en deuxième division exceptionnelles, parce que au niveau des joueurs, parce qu'on avait une solidarité énorme, on avait une entente fantastique entre les joueurs. Et puis, vous aviez une osmose avec le public, parce qu'on avait pas mal de public qui venait. Pour le Puy, par exemple, en deuxième division, 43 000 personnes, c'est exceptionnel. Et vous aviez une osmose, le club était derrière nous, et je crois savoir, parce que j'en parle toujours avec des supporters, que même si on n'était pas en première division, que même si on ne jouait pas en Coupe d'Europe, on proposait un football assez alléchant, et les spectateurs étaient très satisfaits de ce qu'ils voyaient au niveau du jeu et au niveau du plaisir de venir, parce qu'on marquait pas mal de buts, on jouait de façon spontanée et sans se préoccuper du résultat parce qu'on était devant, et je pense que c'était une période assez exceptionnelle. J'allais vous poser la question, vous avez en partie répondu. Est-ce que cette catastrophe industrielle, elle a été une opportunité pour les jeunes joueurs auxquels je vais vous associer, même si vous aviez déjà 24-25 ans? Oui, bien sûr, parce que quelque part, que les choses soient claires. C'est ce que je dis, ça a été une bonne chose
Je pense pour le club et surtout pour les jeunes, parce que quelque part le club serait resté en première division avec l'aura qui était celui de Saint-Étienne. Bon, la politique du vedettariat a commencé à arriver après 76-77 avec l'arrivée de Platini en 79, de Johnny Rep, qui était donc c'était des joueurs qui étaient des vedettes. Alors que les pics de 76, c'était à part des joueurs comme Larquet qui étaient déjà très connus, ou Kurkovic, mais qui était inconnu en France, ou Piazza qui était inconnu en France. Quand ils sont arrivés, il y a eu une politique du vedettariat qui ne correspond pas bien à Saint-Étienne et qui n'a pas porté ses fruits avec les incidences qu'on a pu connaître, que vous avez pu parler tout à l'heure. Et c'est vrai que si Saint-Étienne était resté en première division, on aurait toujours cherché des joueurs reconnus parce que le public demandait ça peut-être, ou que les dirigeants souhaitaient avoir des noms à proposer au public, alors que la descente en deuxième division a obligé le club, qui n'avait plus beaucoup de moyens. Je me rappelle quand même qu'on n'avait pas de sponsors. La première année, André Laurent n'a trouvé des sponsors qu'en décembre 84. D'ailleurs, c'est pour cette raison que cette époque-ci, vous verrez que c'est la seule image de l'équipe qui se fait en hiver. Il y avait de la neige parce qu'on a fait ça en décembre, parce qu'on n'avait pas de sponsor avant. C'est anecdotique, mais ça parle un petit peu de la situation. On a été obligé de se serrer les coudes, d'être solidaires. Et je crois que ça a été une bonne chose, parce que sinon, les jeunes n'auraient peut-être pas été... on est venu en très grand nombre, parce qu'ils avaient besoin, le club avait besoin de nous, et puis on a été présents, puisque 2 ans après, on est remonté. C'est vrai que je pense de toute manière, pour le club et pour nous, la génération qui est la mienne, ça a été une bonne chose. Ça nous a permis de pouvoir jouer libéré sans se préoccuper, entre guillemets, de savoir si on joue pas, parce que une vedette va venir. C'est vrai que je pense que c'était une bonne chose ça a été une bonne chose pour le club et pour nous aussi. Et l'essentiel, c'est qu'on a répondu présent. Et sur la lancée, il y a donc le retour en première division avec un maintien la première saison et une 4e place la deuxième. Est-ce que vous avez eu l'impression à ce moment-là que le club repartait sur le bon chemin ? Alors, oui, le club repartait sur le bon chemin, parce que quelque part, je pense qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises, et tout le monde le sait ce que je pense, et donc c'est pas le problème. J'ai pas de langue de bois. À cette époque, on avait Kasper Zak. Henri Kasper Zak était notre entraîneur les 2 années en deuxième division, et il a été notre entraîneur en première division. Et quand on est remonté, on a fini 15e, et ça s'est somme toute bien passé. Après, c'est de la politique. D'autres personnes qui n'étaient pas forcément bien présentes quand le club allait mal ont voulu se mêler de la politique du club. Et on a voulu faire du neuf avec du vieux, et à ce moment-là, certaines personnes ont souhaité se débarrasser d'Henri Kasper Zak, qui avait fait ses preuves et pour lequel notre génération devait beaucoup. Et ils ont décidé de faire revenir Robert Arbin à ce moment-là. Et la première année, ça a très bien marché, parce que Robert Arbin s'est appuyé sur l'équipe qu'avait construit Henri Kasper Zak, plus des recrues quand même assez exceptionnelles cette année-là, puisqu'on a recruté Ladaoui, il y avait John Sivbeck, et il y avait les Dupont, c'est des Garand, des Tibeuf, qui ont fait une saison exceptionnelle, et là on a fini 4e. Et malheureusement, à ce moment-là, on a voulu, le club a souhaité, ou Robert Arbin a souhaité un petit peu faire une équipe à son image, et on est 13 joueurs à être partis cette année-là, en 88. Et je crois que l'année 88-89 n'a pas été aussi bonne que la précédente. Et malheureusement, la dynamique qui avait été prise en deuxième division, le maintien et la 4e place en 87-88, puisque c'est ma dernière saison ici, ça n'a pas porté ses fruits, parce que derrière, je crois qu'on a eu pas mal de soucis. Avant d'évoquer votre départ et les raisons de ce départ, justement, j'avais une question un peu insolite à vous poser. Lors de la saison 87-88, votre dernière, vous avez côtoyé Jean-Pierre François, qui ensuite a arrêté le football pour se consacrer à la chanson et à son tube « Je te survivrai ». Oui. Est-ce que vous et vos coéquipiers de l'époque, vous avez vu ça comme une surprise, ou vous sentiez qu'il avait ce potentiel? Est-ce qu'il chantait sous les douches, par exemple, pour caricaturer? Non, grosse surprise. Non. On n'a jamais vu... Bon, alors c'est vrai que Jean-Pierre
a pas trop joué. Je crois qu'il a fait qu'un seul match en professionnel. Mais c'est vrai qu'il avait un look assez exceptionnel. Mais grosse surprise, non, parce que moi, je l'ai appris. Je me rappelle, j'étais à Niort, puisque j'avais été transféré au Chamois Niortais à l'époque, qui était en première division. J'étais à Niort, et puis, comme on allait dans les magasins de disques, puisqu'il n'y avait pas de CD à l'époque, et je suis tombé sur Jean-Pierre François. Je te survivrai, là, franchement, je suis tombé des nues. Je l'ai revu après. On en a un petit peu parlé, mais c'est vrai que quelque part, j'aurais jamais imaginé qu'il fasse une carrière dans la chanson. Je referme la parenthèse pour revenir sur vous. Qu'est-ce qui fait donc que vous rejoigniez Chamois Niortais à l'époque en 2e division ? Quand j'ai signé, ils étaient en première division. Ce qui a fait, c'est un peu, je vous ai un petit peu répondu tout à l'heure, parce que quelque part, la saison 87-88 était un petit peu chaotique pour moi. Peut-être aussi, certainement de ma faute aussi, parce que je pense que Robert Armand m'avait demandé de jouer dans une position qui n'était pas celle que j'avais l'habitude dans laquelle j'avais l'habitude de jouer. Je me suis peut-être buté, et puis finalement nos rapports sont un petit peu distendus, et je jouais de façon épisodique à la fin de la saison. Moi, je voulais avoir du temps de jeu, j'avais encore 1 an de contrat à Saint-Étienne, je voulais avoir du temps de jeu, je ne voulais plus refaire la saison que j'avais faite, et puis de toute manière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Robert Armand notamment avait décidé de faire une équipe à son image, et c'est ce que je vous dis, 13 joueurs de l'équipe d'Henri Kasperzak, on est tous partis à cette saison-là. Donc Robert Armand, comme je vous dis, a voulu faire une équipe et se débarrasser des anciens d'Henri Kasperzak, ce que je peux comprendre, avec des jeunes qui sont montés en nos lieux et places, comme Pierre Aon, Guy Clavelou ou d'autres, Thierry Gros, qui étaient des bons joueurs. J'ai cherché, et puisqu'on n'avait pas d'agent de joueur à l'époque, c'était différent. Finalement, Patrick Parison, qui était l'entraîneur de Chamois Niortais à l'époque, qui était en première division, m'a sollicité quelques mois avant la fin de saison et m'a demandé si ça m'intéressait de participer à l'aventure des Chamois Niortais la saison d'après. Je suis monté à Niort, on en a discuté avec les dirigeants, etc. J'ai accepté le challenge. Avec le petit problématique que quelque part Niort était, quand j'ai signé, était 12 ou 13e, puisque même à la trêve, ils étaient premiers en première division, et puis ils ont plongé après. Et malheureusement, à la fin de la saison, ils étaient barragistes, et ils ont joué le barrage, et ils les ont perdus. Ce qui fait que quelque part, je suis arrivé, au lieu d'arriver au Chamois Niortais en première division, avec un contrat de joueur de première division, je suis arrivé au Chamois Niortais en 2e division. On a connu mieux pour commencer un projet ? Oui, mais à la limite, je pars toujours du principe, et ça c'est ma forme de personnalité, quand il vous arrive quelque chose, de toute façon, ou vous voyez le verre à moitié vide, ou vous voyez le verre à moitié plein. Et je pense que quelque part, ça a été une bonne chose pour moi, parce que quelque part, ça m'a permis de me... Je pense qu'il y a beaucoup dans cette aventure, ou dans cette mini-déception. Si j'ai fait cette reconversion, c'est un petit peu aussi à cause de ça, et peut-être grâce à ça. Pour conclure cette première partie, est-ce qu'on peut parler du présent ? Est-ce que vous suivez toujours le monde du football aujourd'hui ? Est-ce que vous avez encore peut-être une implication dedans, que ce soit ici à Saint-Étienne ? Alors j'ai une application dedans dans la mesure où je suis vice-président de l'association sportive de Saint-Étienne, ce qu'on appelle encore la section amateur. Ça fait très longtemps. Je ne suis pas très actif dans la mesure où je n'ai pas trop le temps de m'en occuper. On m'avait proposé le poste de président il y a quelques années, mais j'ai refusé parce que je ne peux pas de toute manière, avec le métier qui est le mien et les horaires que je fais, pouvoir être véritablement présent et tenir le rôle du président tel qu'il doit être tenu. Donc je suis toujours impliqué dans le club. Je reconnais que je vais plus souvent au match, en plus encore moins maintenant avec le Covid. Pour la bonne et simple raison, c'est pas du tout un problème de désaffection par rapport au club. Je suis toujours les résultats. Mais je pense que c'est un problème de désaffection par rapport au football actuel et ce qu'on nous propose. À quel niveau ? Au niveau financier, économique, sportif ? Non, sportif, du jeu. Je parle peut-être comme un vieux, certainement d'ailleurs, parce que je le suis. Mais cette prédilection maintenant à ne plus perdre la balle fait qu'aujourd'hui on ne prend plus aucun risque. Tout le monde n'est pas le Barça. Et aujourd'hui, tous les schémas tactiques qui sont proposés sont d'abord des schémas hyper défensifs. Des schémas où on dit aux joueurs il ne faut surtout pas perdre le ballon. Donc pour ne pas perdre le ballon, vous prenez aucun risque. Et c'est passe en retrait, à n'en plus finir, une passe au milieu du terrain, que ça revient derrière pour attendre l'opportunité. Mais l'opportunité, vous n'en avez pas beaucoup. Donc si vous voulez, moi je m'ennuie maintenant un petit peu. Franchement, je m'ennuie. Merci à Gilles pour son témoignage et merci à vous d'avoir écouté la première partie de notre conversation. Si ça vous a plu, vous pouvez partager le lien du podcast à vos proches et sur les réseaux sociaux. Ça m'aidera à le développer et à pouvoir vous proposer de nouveaux entretiens.
Pour celles et ceux qui l'écoutent sur Apple Podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et un commentaire. Ça permettra notamment à d'autres de pouvoir le découvrir. Pour prolonger la conversation, faire des remarques ou donner des idées, direction la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Verre. Écrivez-moi aussi à dessous-de-verre@gmail.com et on se retrouve le 26 octobre pour le 2e épisode consacré à Gilles Pesselon.